Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Nyon Région Télévision. C'est une nouvelle année qui commence et avec elle de gros dossiers régionaux qui seront votés ces prochaines semaines. Pour cette première émission de l'année, nous avons choisi d'évoquer certains de ces dossiers en invitant deux observateurs de la vie locale, deux journalistes, puisque c'est leur métier, qui s'efforcent jour après jour de vous raconter votre région. Michel Jotran, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien de la Côte. Raphaël Ebinger, bonsoir. Vous êtes journaliste à 24 heures. Alors, messieurs, avant de faire une table ronde de ces gros dossiers de l'année 2017, j'aimerais revenir vers vous, Michel Jotran, puisque vous êtes rédacteur en chef du quotidien de la Côte qui fête ses 125 ans. À quoi doit-on s'attendre cette année ? Oui, effectivement, donc, on fête nos 125 ans. C'est aussi les 30 ans de notre passage au rythme quotidien. Donc, un événement qu'on a déjà commencé à marquer avec notre premier numéro de l'année. On va continuer avec une chronique hebdomadaire qui évoquera décennie par décennie l'évolution un petit peu de la vie dans la région. Et puis, on aura aussi d'autres événements, dont un populaire au mois de juin, une grande fête populaire. On aura un numéro spécial vintage, un magazine. Enfin, on a plein de beaux projets en perspective. Absolument. Et puis, la soirée des personnalités de la Côte en février. Donc, qui est la 5e. Là, c'est indépendant de notre anniversaire, mais c'est vrai que c'est devenu une tradition avec la désignation de la personnalité de l'année 2016. La date, encore une fois ? Ce sera le 9 février, donc c'est ouvert à tous, à l'usine à gaz. Il n'y a plus que 5 candidats en lice et je vous invite à voter. Allez voter sur le site internet de la Côte. Le 9 février, on y sera. Raphaël Ebinger, pas d'anniversaire à 24 heures. Par contre, depuis quelques semaines, votre rédaction cantonale et régionale met le paquet sur ces élections cantonales, sans oublier évidemment l'information ultra locale, comme vous le faites tous les jours à Nyon et dans le district. C'est exact. Alors nous, on a déjà fêté notre anniversaire, puis c'était les 250 ans il y a quelques temps. Effectivement, comme ça, on peut se concentrer vraiment sur les élections communes, les élections cantonales. On est un journal cantonal, c'est notre mission, c'est vraiment mettre le paquet là-dessus. Ce sera effectivement sur la version papier, aussi sur déclinaison sur notre site internet. Voilà, c'est ce qui va nous animer pendant ces prochains mois. Au quotidien, on continuera à vous lire. Évidemment, premier sujet que nous allons aborder, c'est justement ces élections cantonales et la course au Conseil d'État, notamment le dépôt des listes, c'est le 13 mars, le premier tour, le 13 avril, outre les 6 sortants que sont Pierre-Yves Maillard, Nouria Gorité, Béatrice Métro, Philippe Lebas, Jacqueline de Quattro et Pascal Broulis. Plusieurs candidats se sont déjà manifestés. Je vous propose de regarder cette petite séquence vidéo. Je pouvais penser à cette candidature, à la candidature. Déclarer mon intérêt d'être candidate à la candidature. Légitimité de l'UDC de reprendre le siège du Conseil d'État. Oui, et je pense que j'ai vraiment quelque chose à amener à notre canton. Ma candidature est crédible pour différents sièges. Eh bien, je me lance au Conseil d'État pour que les forces du centre, les forces de l'indépendance et les forces libres, puisque j'appartiens à vos libres des mots d'ordre de parti, soient représentées au Conseil d'État. Alors, messieurs, les forces du centre représentées au Conseil d'État, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous croyez notamment en la candidature de Serge Mély, qui est de Crassier ? Michel Jotran. Ce sera très très dur, je crois qu'il n'en fait pas mystère lui-même. C'est une candidature aussi qui peut lui servir de plateforme pour sa réélection au Grand Conseil. Comme député. Alors bon, le centre doit exister, en tout cas au niveau du débat. Quant à ses réelles chances, je crois qu'elles sont quand même minimes. Mais ma foi, une élection est une élection et au moins il a le courage de se lancer avec ses convictions. Voilà, je pense que c'est... Raphaël Ebinger, quel est votre regard sur la candidature de Serge Mély ? Je pense que c'est un excellent candidat, mais qui n'a effectivement aucune chance. Alors, enfin, on ne va pas trop faire de pronostics. On a vu que les pronostics n'étaient pas toujours justes. Récemment, effectivement. Reste que je pense que c'est plutôt pour porter le centre et vos libres qui se portent candidat pour le Conseil d'État. Effectivement, ses chances sont extrêmement limitées. D'accord, c'est une élection très fermée. Il y a un siège, celui de Anne-Catherine Lyon, qu'il faut repourvoir. Est-ce que cette élection va être passionnante ou non ? C'est compliqué à répondre. Alors, elle est fermée, je dirais même qu'elle est
elle est carrément verrouillée, cette élection. Il y a vraiment... est-ce qu'il y a un siège qui pourrait partir? Est-ce que la troisième candidature ou candidate du Parti socialiste alors on reviendra sur va pouvoir conserver le siège à gauche? Ça me paraît extrêmement serré. Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement passionnant d'un point de vue résultat. Après, il y a toutes les thématiques qui sont abordées pendant cette élection qui sera passionnante. Michel Jotran, vous pensez que la gauche peut conserver sa majorité au Conseil d'État? Ce sera dur. Moi, je pense que c'est plutôt le siège de Béatrice Métro qui va être attaqué, notamment par l'UDC Nicolet. Je pense que c'est plutôt là. Alors, à moins, on peut évidemment, à moins que la future candidate, troisième candidate socialiste, rate sa campagne, je pense que le débat sera plutôt entre la Verte et l'UDC. Alors, soyons clairs, nous sommes aujourd'hui jeudi. Samedi, il y a le Congrès socialiste qui va décider si notre représentante du district, Fabienne Frémont-Canton, sera la candidate socialiste. Est-ce que vous croyez à ses chances à l'interne du PS? Alors, on est exactement dans le cas de figure qu'évoquait Raphaël, c'est-à-dire qu'elle est en tout cas pas favorite, tout le monde le sait, mais voilà, ça reste... là, récemment, il y a encore eu des attaques contre Cécile Marel. Pourquoi pas? Alors franchement, elle a clairement ses chances. Elle a raison d'y aller, de jouer sa chance. Et puis voilà, décision samedi, c'est vrai que c'est un point important pour vous dans votre travail journalistique local, ce qui va se passer samedi. C'est clair que si Fabienne Frémont-Canton est candidate, on va mettre les bouchées doubles. Raphaël Ebinger, si Fabienne Frémont-Canton est la candidate socialiste samedi, est-ce que ça veut dire qu'elle est d'emblée élue au Conseil d'État en partant du principe que la gauche va conserver un siège en tout cas? Alors il me semble logiquement elle devrait être élue. Reste qu'il peut toujours tout se passer dans une élection, mais je pense qu'elle serait effectivement très bien placée pour être élue. Je pense que l'élection la plus dure pour elle sera l'élection de samedi à l'interne du Congrès. Alors on rappelle que si Fabienne Frémont-Canton est élue ce samedi au sein de son parti, si elle est élue ensuite au Conseil d'État, ça implique une élection complémentaire à Nyon. Et ça, évidemment, comme journaliste localier, ça va vous faire écrire encore et encore. Passons au Grand Conseil. Maintenant, une particularité, Michel Jotran, je me tourne vers vous, avec un nouveau siège alloué à notre district. On passe donc de 18 à 19 députés. Est-ce que vous pensez que globalement, on a 5 sièges PLR, 4 PS actuellement? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un changement? Eh bien, oui, alors clairement, il y a une possibilité, puisque il y a un siège de plus, mais il y a surtout 3 sortants PLR qui ne se représentent pas. Et c'est probablement là qu'est le danger pour le PLR, c'est d'arriver. Alors, ils sont partis très très tôt, déclarant leur candidat il y a plus d'un mois. C'est les premiers à avoir lancer leur liste. Ils sont conquérants, ça c'est certain. Ah oui, absolument. Je pense que ils vont faire probablement une excellente campagne, mais c'est vrai qu'ils perdent quand même 3 locomotives et c'est pas rien. Le président Romanens disait qu'il ne serait pas content de conserver que 5 sièges, mais moi je me dis peut-être que ils seront peut-être contents de les avoir, je ne sais pas. Ils en avaient 6 avec le départ de Serge Mély entre-temps. Voilà, donc il faudrait conserver les 6. Très bien, on reviendra effectivement sur ces élections cantonales. Autre dossier qu'on va évoquer ce soir en votre présence, celui de l'EVAM à Nyon, donc projet de construction d'un centre, d'un foyer stable pour 180 requérants d'asile, un dossier qui n'a toujours pas été tranché par le Conseil communal. Je vous propose de regarder cette petite séquence. Objectivement, chiffre à l'appui, il y a moins de requérants d'asile dans le district de Nyon que dans la plupart des districts vaudois. Et le Conseil d'État a le souci d'avoir une répartition la plus équilibrée possible. C'est pour ça que nous nous sommes approchés de la commune de Nyon et je constate que la commune de Nyon a répondu favorablement à l'appel de l'EVAM. Alors la région de Nyon, le district de Nyon accueille des migrants comme tous les districts du canton de Vaud. Cependant, il accueille une proportion qui est nettement inférieure à la moyenne cantonale. C'est parmi les districts qui accueillent le moins proportionnellement à sa population.
Dossier compliqué que celui de l'EVAM Agnon qui arrive, c'est une 3e tentative après les échecs de l'espace en 2009 et des TIN en 2014. Raphaël Ebinger, ce dossier, comment on le traite journalistiquement? Ça a l'air mal parti. Je ne suis pas certain qu'il soit mal parti. Alors, d'un point de vue journalistique, c'est toujours donner la parole à tout le monde. On a vu qu'il y avait une association qui avait lancé une pétition de riverains, de riverains, mais de manière assez anonyme. Donc, au départ, c'est assez compliqué de donner la parole à des gens qui se cachaient, en tout cas à cette époque. Reste qu'il y a une réelle sensibilité qui est exacerbée par un dossier comme celui de l'EVAM. Il faut entendre tout le monde, tout en prenant un petit peu de recul et puis mettre un petit peu de calme dans sur ce dossier. Michel Jotran, on a l'impression parfois que personne n'en veut de cet abri. La municipalité propose des terrains, on imagine qu'elle sait que le projet va être combattu. Après, il y a des guerres politiques internes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce soit un vrai désir? Alors, bon, déjà, vous parliez d'abri, c'est justement pas un abri. C'est un foyer stable, permanent. Parce que le problème, il est aussi là. Alors, tout part d'un problème, c'est la crainte, en fait, un peu de l'inconnu. Il y a, en plus, à Nyon, on a quand même une expérience douloureuse avec le centre, justement, dans l'abri PC en Noix, là. Oui, les premières années ont été terribles, où, en fait, effectivement, l'EVAM a reconnu ses erreurs par rapport au nombre de personnes qui étaient hébergées dans cet abri. Alors, c'est clair que, oui, personne n'en veut, mais tout le monde en a peur, en fait. C'est un peu ça. Et on se rend compte, par exemple, dans les différents villages où il y a eu des abris PC ouverts, c'était chaque fois quand M. Lebas arrivait en expliquant qu'il allait ouvrir un abri, c'était des grandes craintes, des choses comme ça. Et après, on se rend compte qu'en fait, tout se passe très bien à quelques très rares occasions. Oui. Et puis, on voit même beaucoup de solidarité. Cran, par exemple, où il y a donc une association qui s'est créée, il y a vraiment des contacts. Enfin, alors, c'est effectivement le cas à Nyon. Il y a beaucoup d'entraide de la part de mouvements citoyens qui viennent donner des cours, qui proposent toutes sortes d'animations. Je pense que c'est une crainte qui est légitime parce qu'il y a eu peut-être des mauvaises expériences, mais que au fond, l'expérience montre plutôt que ça se passe bien. Michel Jotran, une question à vous deux. Est-ce qu'on va pouvoir éviter le référendum, à votre avis, dans ce dossier? Je ne pense pas. Je pense que c'est évident qu'il y a des gens qui iront jusqu'au bout et probablement en peignant le diable sur la muraille, ils vont arriver à avoir une certaine... Alors, c'est la démocratie. Absolument. Comme je dis, les craintes, elles peuvent être légitimes, donc laissons faire Mais moi, par contre, je pense que du côté de la ville, il y a une vraie volonté. D'accord. Et probablement que les autorités politiques aussi, qui ont conscience en fait de leur... C'est quelque part, il y a aussi un devoir de la part de la région. Philippe Lebas l'expliquait, on est dans le district qui accueille le moins de requérants. Donc effectivement, il y a un devoir moral et peut-être même plus. On a longtemps dit que c'était justement des problèmes de coûts de loyer, de choses comme ça, en lien avec la cherté de la région. Là maintenant, il y a plus, cet argument n'est plus valable. Raphaël Ebinger, vous pensez qu'on évitera le référendum ou pas? Moi, je suis peut-être un peu plus mesuré sur cette question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement de vision sur les requérants. Je sens dans la population où on accepte peut-être un petit peu plus. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces derniers mois. Il y a eu le phare. Quelques années qu'on les côtoie, enfin, que la population. Il y a eu le phare qui a intégré les migrants dans ses spectacles. Il y a beaucoup de bénévoles qui... Vous sentez un basculement? On sent en tout cas sur les réseaux sociaux, après avoir écrit nos articles, quand on va regarder dans les forums, il n'y a plus que des réactions épidermiques. Il y a aussi des gens qui disent « c'est très bien, voilà, ça a changé ». Je crois que le souvenir qui était catastrophique de l'Abri qui avait ouvert aux Fontaines est en train un petit peu de s'estomper, mais voilà, c'est pas gagné. Par contre, on sent aussi que c'est un dossier qui est extrêmement compliqué pour les autorités. On attend depuis 2009 en tout cas, depuis longtemps, permanent. depuis longtemps que le préavis a été déposé par la municipalité
responsabilité. On attend qu'il soit mis à l'ordre du jour oui, alors, du les conseil commissions communal. repoussent, effectivement. On sent qu'il y a de la peine à accoucher. Il y a une tension politique. Voilà, peut-être c'est pour mieux préparer le dossier, mieux préparer le projet au conseil communal pour éviter peut-être par la suite un référendum. On peut l'espérer. Effectivement, de l'EVAM, passons à la Poste. Le géant jaune va supprimer 600 de ses 1400 bureaux. Vous l'avez constaté dans vos villages. Je vais en citer quelques-uns. Cran-Presséligny, Mille, ou encore Gingin. Une vraie problématique. Je vous propose d'écouter Olivier Feller, conseiller national PLR, qui nous rappelle brièvement quels sont les engagements de la Confédération. La Poste, elle est en fait créée par une loi. C'est une société anonyme de droit public qui est en main de la Confédération. La Confédération est l'actionnaire unique. Oui. Et donc, le minimum, c'est que la Poste respecte la loi et les ordonnances du Conseil fédéral. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur la Poste? C'est que toutes les personnes qui habitent dans notre pays doivent avoir accès à un bureau postal en 20 minutes, soit à pied, soit en transport public. Michel Jotran, dans le quotidien de la Côte, on a l'impression de tous les jours lire le journal et tous les jours on nous annonce une nouvelle fermeture de poste. Comment vous traitez ça? Parce que quand on a recueilli le mécontentement des citoyens, des habitants, des commerçants, comment on fait pour garder une fraîcheur et apporter un petit peu d'arguments à ce débat? Eh bien, on fait comme on vient de le faire, c'est-à-dire avec un article qui fait un peu la synthèse de tous ces problèmes, et puis surtout d'aller voir, parce qu'en fait, là, alors, il y a une réaction épidermique quand on annonce la fermeture on a l'impression qu'on... Et c'est compréhensible. On vole quelque chose aux gens, et puis en fait, on est allé voir, en tout cas, deux communes où une agence postale a été créée, et en fait, tout le monde est content. Il faut bien le dire. C'est une alternative qui fonctionne. Alors, l'agence postale, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'alternative qui fonctionne. Les horaires d'ouverture sont généralement plus grands. Il n'y a qu'un minimum d'opérations qui ne peut pas être faites dans ces agences. On a fait une petite vidéo, un micro-trottoir où il y avait quelqu'un qui disait « Ah, moi j'avais signé la pétition, c'était à Cran, j'ai signé la pétition contre la fermeture, mais c'était certes un peu conservateur, mais maintenant je me rends compte à quel point c'est mieux. » Donc effectivement, il y a une réaction première, et après, évidemment, une fois que le service est là, on se rend compte que c'est quand même intéressant. Raphaël Ebinger, cette expérience, cette prise de témoignage, vous l'avez eu aussi également, vous avez pu rencontrer des gens qui se disent que finalement, il y a une vie malgré, et après surtout, la fermeture d'un guichet. Je crois qu'effectivement, dans l'idée, ça ne change pas beaucoup les choses. On va quand même beaucoup moins souvent à la Poste aujourd'hui. Reste que on est très attaché au symbole qu'est la Poste. On a vu 24 heures fait un sondage qui démontrait que, alors j'ai les chiffres, j'ai les pris, 73% des sondés se disaient choqués par la politique de la Poste. Il n'empêche que on va moins souvent à la Poste, on change, on écrit beaucoup moins de courriers qu'on met dans son petite enveloppe, le mail à remplacer, il faut s'y faire, je crois. En tant que journaliste, vous défendez une région locale, le district de Nyon, le district de Morges. Quand vous voyez des élus qui font recours à la Postcom pour trouver des alternatives, est-ce que vous êtes aussi obligé de les soutenir journalistiquement? Est-ce que ça fait partie de vos missions de défendre les intérêts des élus locaux et donc des habitants? Alors on n'est pas une arme pour les communes pour aller faire du lobbying auprès de la Poste. Hein. On est bien d'accord. Je crois qu'on doit leur donner la parole, alors c'est évident, et je trouve même légitime de la part des autorités de défendre cette proximité. Je pense que les autorités doivent défendre cette proximité en disant que c'est aussi défendre la vitalité sociale d'une commune où les bistrots ont de la peine à tourner, et les commerces qui quittent le village. Pour conserver une vraie vie et une âme dans les villages, il faut encore qu'il y ait des commerces. La Poste était un lieu de rassemblement qui était quand même intéressant. Les écoles aussi les petites écoles commencent à quitter les villages. Je crois que c'est tout à fait légitime de la part des autorités. Plus vaste. Donc la Poste, j'imagine qu'il faudra continuer à en parler régulièrement, tant dans 24 heures que dans la Côte. Autre chose dont vous allez certainement encore beaucoup parler, à Rolle, l'entreprise Schenck, une figure historique s'il en est, veut s'agrandir, créer un nouvel outil de production ainsi que des logements, mais vous l'avez sans doute lu
où, regardez, sur notre chaîne, les opposants sont tenaces et s'opposent naturellement à un projet d'une telle dimension. Écoutons pour commencer le directeur de Schenk, André Fuchs, qui nous rappelle l'importance de Schenk. Parce qu'on pense qu'on est quand même implanté depuis 1893. En faisant ce développement de la parcelle, on restitue environ 40% de la parcelle industrielle en logement, justement. Une parcelle qui est stratégique pour le canton de Vaud. Et on se recule au nord de la parcelle pour pouvoir libérer le sud, afin que les CFF puissent construire leur 3e, 4e voie, faire une gare routière avec des bus. Donc de ce côté-là, on pense qu'on est dans le juste. Michel Jotran, même question que tout à l'heure, pourra-t-on éviter un référendum à Rolle concernant le dossier Schenk? Même réponse, je pense que non. On a affaire vraiment à un groupe d'opposants qui est contre le projet, en tout cas comme même qu'il a été revu à la baisse. Je pense qu'ils vont mener la barque jusqu'au bout. Enfin, une fois de plus, ce projet, est-ce qu'il est, à votre avis, si démesuré, ou alors est-ce que Rolle ne veut pas assumer à quelque part son côté de ville-centre? Alors, le problème, il est là. Tout le monde pleure que la LAT limite les possibilités de développement des villages. Rolle est idéalement situé, ce quartier, idéalement situé entre les voies de chemin de fer et l'autoroute, pour un développement, c'est là qu'on doit développer. Je pense les promoteurs ont déjà fait un effort. Moi, je ne mets pas le débat sur le départ ou non de Schenk. J'y crois très peu au départ de Schenk. Mais si on doit développer, c'est là que ça doit se faire, et il faut assumer Rolle. Après, si on veut conserver une desserte CFF un peu importante, eh bien, il faut aussi des habitants, il faut des gens. Il faut un dynamisme. Mais voilà, et je pense que là, il n'y a pas... Ce projet-là est vraiment cohérent, et je pense que il arrive un moment où il faut savoir assumer. Cohérent, vous le pensez aussi, Raphaël Ebinger. Est-ce que vous croyez aux menaces de Schenk de quitter Rolle? Moi, je pense que c'est une menace qui existe, et il ne faut pas la sous-estimer. Je pense que maintenant, il faut vraiment se poser la question, et j'ose espérer qu'il y aura un référendum ici, puisque ça permettra de mettre sur la table beaucoup de choses, et de s'interroger aussi sur les emplois qu'on veut. Il y a beaucoup de multinationales qui sont arrivées à Rolle. C'est des emplois qui sont assez volatiles. Les gens délocalisent. On a vu à Generali à Nagnon. Ça dit que là, c'est quand même 125 emplois, sauf erreur. Schenk, c'est des emplois qui existent. Schenk est là depuis 1893, c'est des emplois qui sont stables et qui vont sur la durée. Donc c'est vraiment extrêmement important de les conserver. Les signaux politiques émanant des autorités rolloises sont suffisamment forts. Je m'explique. On a un petit peu l'impression que dans d'autres villes, la municipalité aurait fait corps de manière beaucoup plus forte. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à Rolle, il y a eu toute une période où le syndic était absent à cause de maladies. Maintenant, ça se remet en place. M. Jacquet a été assermenté ce début de semaine. Je pense que là, on va repartir avec une équipe soudée et complète, en fait, pour affronter un défi qui est réellement... C'est un dossier extrêmement important pour Rolle. Je pense qu'il est essentiel pour Rolle, je dirais même pour le cœur de la côte. Même question, Michel Jotran, le signal politique de la part des élus rollois? Moi, j'ai l'impression qu'ils le défendent. On est quand même à faire, pour l'instant, je pense que d'un point de vue politique, et comme dit Raphaël, je pense que le référendum qui devrait arriver aura des vertus par rapport au soutien que la population apporte. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils soient, dans les circonstances qu'on vient d'évoquer, qu'ils aient failli quelque part. On a affaire à des gens qui sont simplement, qui n'ont pas envie du développement de ce quartier, en tout cas, ou d'une manière, à mon avis, insuffisante. Et voilà, c'est difficile. C'est pas, on pourra mesurer vraiment l'appui des autorités au moment où le référendum sera lancé. C'est là où on devra convaincre la population. Pour l'instant, c'est des gens qui sont très difficiles à convaincre.
Très bien. Écoutez, dossier qu'on suivra évidemment dans les colonnes du quotidien de la Côte, dans les vôtres à 24 heures. Messieurs, vous êtes 2 journalistes, vous avez des responsabilités aussi. On vous remercie d'être venus. Vous nous racontez notre région tous les jours. Continuez à lire évidemment la presse locale, c'est important, il faut la soutenir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat politique. Bonne semaine à tous, bonsoir.